Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je suis sorti faire un tour. Je partais au centre de recherche, mais donc avant d'y aller, je me suis dit qu'il faut que j'aborde un sujet important qui s'inscrit dans l'actualité politique tchadienne aujourd'hui. Donc, nous sommes dans un contexte de transition, une transition voulue ou une transition imposée. Pas seulement imposée par un certain groupe de personnes, mais c'est une transition en fait qui s'impose au Tchad. Parce que le Tchad a besoin de poser de nouvelles bases pour s'y rebâtir, pour rebâtir une nouvelle nation, une vraie nation qui répond aux aspirations de tous les Tchadiens. Donc le sujet que je vais aborder, c'est en fait je vais parler de l'unitarisme, du fédéralisme et du sécessionnisme. Parce que c'est une question qui s'invite au dialogue national qui est en cours. Mais c'est une question en fait aussi qui s'impose à l'actualité. Parce que plus que jamais aujourd'hui, nous avons trois tendances au Tchad. Nous avons une tendance unitariste, donc un État unitaire, fortement décentralisé, un terme que nous avons hérité du pouvoir d'Éby, donc de la 4e République. Nous avons la tendance fédéraliste qui veut faire du Tchad un État fédéral. Et nous avons également une tendance sécessionniste. La tendance sécessionniste, c'est celle qui veut un peu se séparer ou bien faire du Tchad plusieurs pays, plusieurs nations. Enfin, 2 ou 3 en fait. La sécession suppose la division, pour résumer. Alors, cette question, je pense qu'il est important d'y répondre. Il est important de l'aborder parce que plus que jamais, le Tchad a besoin d'établir un nouveau contrat social. Et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Un nouveau contrat social pour aller de l'avant. Alors, d'où nous vient le pouvoir unitaire ou bien l'État unitaire? D'où est-ce que ça nous vient? C'est un héritage colonial, l'État unitaire. Parce qu'à la base, excusez-moi, à la base, il y avait plusieurs communautés tchadiennes, d'accord, qui vivaient indépendamment les unes des autres, qui étaient voisines, bien sûr. Mais chacun avait son propre système, chacune d'elles avait son propre système de gouvernance, son propre système de gouvernement. Il y avait des royaumes qui étaient plus puissants, plus grands. Il y avait des communautés moyennes et il y avait des communautés beaucoup plus petites. Mais toutes jouissaient d'une certaine indépendance les unes des autres. Donc pour toute personne qui connaît un peu l'histoire du Tchad, donc avant la colonisation, il y avait des royaumes qui ont d'ailleurs quelque peu survécu parce qu'on a toujours des sultans encore. Le Wadaï, qu'est-ce que je peux encore citer encore, par exemple chez les Mondang, l'Éré, c'est un grand royaume avec plusieurs sortes de principautés. Chez les Tupuri, pareil, Fianga. Et donc il y avait de ce regroupement, donc des plus grands, des plus forts aux plus petits. Donc j'ai oublié le Kanem qui également était l'une des sociétés les mieux organisées dans le Tchad précolonial. Et donc la colonisation arrive, une force extérieure arrive, une force occidentale extérieure arrive
à la conquête des richesses et des territoires. Et elle avait donc une politique impérialiste, expansionniste. Donc c'était comme une rivalité entre plusieurs sociétés occidentales qui venaient à la conquête et donc qui se partageaient des territoires. Pour l'Afrique, ils sont allés partout dans le monde. Hein. Ils sont allés partout dans le monde, en Amérique, ils sont allés en Asie. Et ils sont aussi venus en Afrique. Ils sont venus en Afrique. Ces occidentaux impérialistes et colons. Et donc ils arrivent en Afrique. Bien sûr, en tant que conquérants, ils se font quelques querelles. Mais au final, ils décident de s'entendre pour se partager les territoires africains. Bon, il y a eu la conférence de Berlin, bien sûr. Parce que comme ils se faisaient de la guerre sur le terrain, ils ont préféré avoir une conférence pour s'entendre sur la manière de mieux partager ou de trouver une solution pacifique à la conquête de l'Afrique. Et donc, à la conférence de Berlin, ils se sont partagés l'Afrique. Mais sur le terrain, la conquête s'est faite de façon progressive. Et les différentes frontières du Tchad, par exemple, l'exemple du Tchad, se sont construites progressivement. Et donc, quand vous allez voir, à partir de 1900, en remontant, les frontières, le Tchad n'a pas été unifié, si vous voulez, ou bien pacifié, c'est le terme qu'ils utilisent pour dire soumis, en une seule fois. Donc, il y a eu des guerres, de conquête. Et donc, chaque royaume a dû faire face à cette conquête extérieure. Chaque société. Certains se sont battus avant de rendre les armes. D'autres ont résisté. D'autres ont été conquis beaucoup plus facilement. Mais n'empêche que ça a été progressif sur tous les territoires. Sur tous les territoires. Et ça ne s'est pas fait sans effusion de sang. Donc, à la fin de la conquête, je pense autour de 1914, on a donc le Tchad enfin pacifié, c'est-à-dire enfin soumis, les territoires soumis. Et à partir de là, l'idée d'indivisible, un et indivisible naît. Parce que pour le colonisateur, de sa domination, il ne veut pas perdre son territoire. Donc l'idée d'un Tchad un et indivisible, donc le seul Tchad, naît de là en fait, de l'idée, de la volonté du colonisateur. Donc avec cette entente coloniale, cette entente de Berlin, de ne pas perdre le territoire soumis, d'accord, le territoire conquis. Donc ce territoire doit rester un et indivisible. C'est donc comme ça que plusieurs royaumes, plusieurs sociétés, plusieurs regroupements, plusieurs communautés se sont retrouvés dans un seul État, dans un seul pays qu'on appelle le Tchad aujourd'hui. Et à la fin de la colonisation, le Tchad accède à son indépendance comme les autres États. Et dans les constitutions, il était inscrit que ces territoires devraient rester, ces territoires pacifiés devraient rester un et indivisible. D'accord? Et donc, après 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est resté marqué dans nos constitutions. Donc le Tchad a un et indivisible. Donc l'unitarisme vient de là. Un seul Tchad. Mais en fait, vous constaterez que la volonté des peuples, la volonté des, comment on veut dire, des peuples autochtones, donc des peuples originaires du Tchad, n'a pas été pris en compte, je m'excuse, pour bâtir ces Tchad un et indivisible. En fait, ça a été plutôt un plan imposé, d'accord? C'était une indivisibilité ou bien un unitarisme forcé en quelque sorte.
Ça fait que des Tchadiens de plusieurs regroupements, des cultures différentes, de façon de penser, de religion, donc des communautés ethniques différentes se sont retrouvées dans un seul Tchad, qui est notre Tchad aujourd'hui, que nous connaissons. Et vous savez bien que nous sommes pluriels. Nous sommes plusieurs au Tchad. Hein? Il y a des Kim, il y a des Tupuri, il y a des Dai, il y a des Ngambay, il y a des Mundang, il y a des Gouran, il y a des Akhawa, il y a des Massa. Et même dans les grands groupes, il y a encore des sous-divisions. Par exemple, dans le grand groupe Kim, il y a encore plusieurs sous-groupes. Et donc, je pense qu'on fait mention de plus d'une centaine de groupes communautaires et ethniques. Et nous le savons tous, nous avons des cultures différentes. Mais parfois nous avons des rapprochements, mais quelque part, nous sommes différents. Quelque part, nous sommes différents les uns des autres. Même si avec le temps, je pense qu'avec les brassages culturels, les différences sont amenuisées, les différences se sont réduites, je pense, avec les brassages culturels, les échanges et tout. Il y a des partages de culture. Et c'est tout à fait normal. Hein. Là, je me rappelle un peu du film Un prince à New York. Alors, il y a une célèbre citation que j'ai retenue de ces films qui dit qu'il y a de traditions que les cultures sont appelées à changer. Je pense, hein, je paraphrase, mais je pense que ça doit être ça à peu près. Il y a des traditions que les coutumes sont appelées à changer. Et c'est tout à fait normal. Avec des contacts interculturels, ça change, les choses changent. Les langues évoluent aussi. C'est tout à fait normal, ça fait partie du processus sociologique normal des communautés. Et donc, bien que, à la base, ces communautés sont différentes, à la base, ces communautés avaient leur propre système de gouvernance, de gestion locale, de gestion territoriale. Elles se sont retrouvées toutes ensemble dans un seul État. Et ça a survécu. Ces différences ont survécu. Certains royaumes sont restés intacts. Mais il faut aussi savoir que le système de gouvernance qui a été mis en place, donc de ce système unitaire, quelque part a pris en compte ces différences. Donc les chefferies, ces systèmes ont toujours survécu, mais ont été intégrés dans le système de gestion centralisé. C'est pour ça qu'on parle d'État, par exemple, décentralisé, donc une sorte de partage du pouvoir central aux communautés ou bien aux groupes régionaux, aux groupes communautaires, aux différentes chefferies. Donc il y a comme un partage de pouvoir, mais le pouvoir central reste toujours le plus fort. Et sur le plan politique, ce pouvoir central a eu un impact sur les différentes communautés. Et donc le Tchad unitaire vient de là. Le Tchad unitaire vient de cette histoire coloniale. Et donc ce Tchad que nous connaissons naît de là. Et donc on peut se demander, est-ce que après cet unitarisme quelque part forcé à cause de la colonisation, est-ce que les différentes communautés ont été questionnées? Est-ce que le contrat social a été redéfini aux indépendances? Alors, je n'ai pas la réponse directe, mais moi je suis plus tenté de dire non, parce que est-ce qu'il y a eu réellement une consultation générale? Et là, je parle entre différentes communautés. Par exemple, quand on parle de dialogue aujourd'hui, est-ce que les différentes communautés ou bien les différents chefs de communauté, tous, ont été se sont réunis et ont parlé de comment est-ce qu'ils font désormais avec ces Tchad libres et indépendants? Je ne me rappelle pas qu'il y ait cette assise-là qui leur a permis, ensemble, en tant que représentants de chaque communauté, de dire, bon, désormais, bon, nous sommes ensemble, donc restons toujours dans le Tchad, instaurons une telle forme de gouvernance, ou bien non, moi je choisis de partir. Je ne pense pas qu'on ait eu vraiment le temps de discuter de ça. Et peut-être même que ce dialogue qui est en cours est une bonne occasion, ou bien aura été une bonne occasion enfin de parler de ce contrat social qui regroupe différentes communautés.
Mais dès les indépendances, hein, dès les années 60, cet État unitaire a commencé à avoir des difficultés. Parce que le système colonial, c'est un système qui s'est imposé par la force. Donc la volonté des différentes communautés n'a pas été prise en compte. Et donc, lorsqu'un gouvernement tchadien arrive, un gouvernement toujours centralisé, et qui ne prend pas forcément en compte les différences communautaires, qui ne met pas sur le même pied les différentes communautés, alors ça créait des soulèvements dès le départ. Ça créait des soulèvements dès les indépendances. D'accord? Alors on se rappellera du Frolina qui était la première révolte. Mais ensuite il y a eu bien d'autres révoltes. Même dans le sud, vous vous rappellerez des Kodo avec Laocoin Bardé et tout. Donc il y a quand même certaines révoltes étaient plus silencieuses parce que soumises. Et d'autres révoltes se sont exprimées soit par la politique, soit par les armes. Et donc, l'unitarisme, oui, mais un unitarisme qui n'a pas pris en compte, disons, qui n'a pas mis sur le même pied, forcément, les différentes communautés tchadiennes. Et donc, moi, je pense que ça découle du fait que le contrat social n'a pas été questionné, que les différentes communautés ne se sont pas assises pour parler du contrat social, pour parler du comment bâtir un Tchad nouveau. Donc on a continué avec cet unitarisme. Et cet unitarisme, est devenu de plus en plus dictatorial. Donc c'est un unitarisme, disons, fort, mais militarisé en fait. Et donc un système central à l'image de l'administration coloniale, un système central à l'image de l'administration coloniale qui s'impose par la force aux différentes autres communautés. Donc c'était une sorte de soumission là. Alors une armée par exemple, une armée à l'image du gouvernant, une armée protectrice du pouvoir du gouvernant vis-à-vis des autres, d'accord? Ou bien des privilèges ethniques, les membres des familles du gouvernant, ou bien les gens qui lui prêtent allégeance sont mieux considérés, bénéficient des privilèges contrairement aux autres. Malheureusement, ce système a perduré jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Alors, unitarisme, ça part de là. Et le courant unitariste aujourd'hui, le plus grand défenseur du courant unitariste, c'est Mamad Kaka qui a le pouvoir aujourd'hui. Il y a eu Déby, c'est vrai que vers la fin de la vie de Déby, il a commencé à parler de fédéralisme. C'est vrai, il a commencé à en parler. Même si Urongar était également un grand chantre de Urongar, donc l'opposant était un grand chantre du fédéralisme depuis bien longtemps. Je pense que c'est le parti qui a le plus marqué l'histoire du Tchad en termes de fédéralisme. Sans oublier qu'il y en a d'autres, Donc vers la fin de la vie de Déby, il a commencé à penser à cela, au fédéralisme. Pour lui, ça serait une forme de partage de pouvoir. Donc il continuerait à garder son pouvoir central, mais donc à remettre un peu de pouvoir aux autres communautés. Je pense que c'était ça sa conception du fédéralisme. Pas d'alternance, mais un peu de partage de pouvoir. Et ce qui ressemble d'ailleurs au pouvoir décentralisé, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Alors donc, voilà, le courant unitaire vient de là. Et dans son dernier discours, je pense adressé lors d'un dîner avec les politico-militaires, Mamad Kaka a dit que le Tchad est un et indivisible et qu'il va traquer ceux qui veulent diviser le Tchad. Et donc voilà, et qu'il va les mettre hors d'état de nuire. Mais c'est ça le problème avec les dictatures. Le problème avec les dictatures, c'est qu'elles ne cherchent pas à comprendre les bases du problème. Elles pensent que la force peut tout résoudre, mais la force ne résout pas tout. Il suffit de regarder tout autour de nous. Le Tchad n'est pas le seul à avoir ce problème-là. Le Soudan l'a eu pendant longtemps. Donc la discrimination systémique a entraîné la division du Soudan. Et le Cameroun aussi a ce même problème aujourd'hui. Donc le fait d'avoir une armée, ça ne résout pas forcément ce problème-là. Et puis les armes, écoutez, les armes, les gens peuvent s'en procurer et faire des guerres s'ils veulent. Donc la force ne peut pas résoudre cette question. Je pense qu'il faut re-questionner le problème.
Il faut chercher à comprendre le problème pour trouver une solution à long terme. Alors, le courant fédéraliste, même si le parti de Yorongar s'est un peu tait ces dernières années, ou bien ces derniers mois, de plus en plus de Tchadiens prônent le fédéralisme. Donc, le fédéralisme. Le système fédéral, en fait, c'est un système de gestion d'un État. Donc, il est toujours basé sur l'unité du pays. C'est pas de la division, c'est toujours un État unitaire. Enfin, je vais dire un État en solitaire, pas unitarisme en termes de système de gestion. Mais le territoire, l'État garde son identité. C'est comme le Canada, c'est un État fédéral. Les États-Unis également. L'Allemagne aussi. Donc, l'État tchadien va rester État tchadien, hérité de la colonisation. Mais le système de gestion va changer. Donc, le fédéralisme va impliquer plus de pouvoir aux communautés locales, aux régions ou aux provinces. Un système de désignation des gouverneurs, donc dans les régions, pour administrer les richesses locales, pour administrer les personnes locales, les groupes locaux, et récupérer certains pouvoirs qui sont aujourd'hui entre les mains du pouvoir central. Donc il y aura comme une sorte de partage de pouvoir. Le pouvoir central ne disparaît pas, il reste en place, mais il va désormais partager son pouvoir de gestion, son pouvoir de décision avec des systèmes régionaux, des systèmes locaux. Et donc c'est ça, le fédéralisme. Bon, à mon sens, je pense que ça répondrait peut-être mieux à la diversité culturelle et ethnique du Tchad, comme de plusieurs autres pays africains, en termes de gestion, en termes de gestion et en termes d'organisation sociétale basée sur les cultures locales, basée sur les réalités locales et les besoins locaux. Je le dis pourquoi? Parce que, par exemple, on n'a pas pu jusqu'aujourd'hui avoir le Tchad depuis 1960. On n'a pas pu avoir un code de famille pour le pays. C'est quand même problématique. Il n'y a pas de code de famille. Pourquoi? Parce que à cause de nos différences religieuses, à cause de nos différences culturelles, on ne s'entend pas sur ce qu'on doit mettre à l'intérieur comme règle de gestion. De gestion de l'héritage, de gestion du mariage, de gestion des droits, les droits des femmes, les droits des enfants, qui est le chef de famille. Parce qu'on ne s'entend pas sur la base. Et là, c'est... Alors, je suis défenseur du courant, parce qu'en termes de droits humains, il y a deux courants. Il y a le courant universaliste qui pense que tous les hommes sont égaux, qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Quelque part, je partage ce courant-là, mais il y a également les courants qui sont plus, disons, régionalistes. Il y a un autre courant qui se base sur les différences culturelles, donc qui dit que à la base, il y a peut-être des droits universels, mais il faut également prendre en compte les réalités culturelles en termes de droits. Donc, je suis quelque part partagé entre les deux. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des droits de base, les droits humains de base, le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à l'éducation, l'égalité. Et maintenant, quelque part aussi, sur la base culturelle, on peut avoir quelques droits qui peuvent être reconnus à certaines communautés sur la base de leurs différences culturelles. Mais notre difficulté, justement, c'est de bâtir cette base-là. Pas universelle, mais au moins à l'échelle du Tchad. Pour pouvoir, par exemple, établir un code civil ou bien un code de la famille. Mais là, c'est une autre question. Donc, la gestion fédérale peut, par exemple, résoudre ce genre de problème. Chaque État fédéré peut, par exemple, avoir un parlement et définir, par exemple, ses propres règles en termes de gestion du mariage, par exemple, ou bien de la famille.
Je pense que ça nous permettrait quelque part d'avancer. Mais je le dis souvent que le fédéralisme n'est pas une solution en soi parce que l'État central va rester toujours en place. Et donc si au niveau central, il y a toujours une mauvaise gouvernance, ça va toujours avoir un impact, même sur le plan régional. Parce que l'armée va rester centralisée. Il n'y aura pas d'armée pour les États fédérés. Donc certaines compétences vont toujours, pardon, je m'excuse. Certaines compétences ou bien certaines institutions vont rester toujours, disons, vont rester centrales, vont rester fédérales. Et c'est le cas de l'armée. Il y aura toujours une seule armée. Et si l'armée, aujourd'hui, parce qu'au Tchad, depuis les indépendances, enfin, en dehors de Thomas Alva, ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Ils font un peu tout ce qu'ils veulent. On ne peut pas dire qu'ils ont réussi en termes de gestion de l'État ou en termes de bonne gouvernance. On ne peut pas dire qu'ils ont réussi. C'est un échec. Mais donc, même si on met en place un système de gouvernement fédéral et que le pouvoir militaire continue à avoir le pouvoir central, la problématique de la bonne gouvernance ne sera pas résolue. C'est pour ça que je relativise un peu l'idée du fédéralisme. Fédéralisme, oui, mais le problème majeur, c'est la bonne gouvernance centrale. C'est ça qu'il faut résoudre. Alors, beaucoup de gens, quand j'avais fait un post sur Facebook pour exprimer cette idée, et la question qui est revenue, c'est comment comment mettre un terme à la mauvaise gouvernance au Tchad. Alors, c'est une bonne question, hein. Je ne pense pas que j'ai la solution miracle. Mais voilà, il y a plusieurs formes de lutte et bien sûr, il y a des hommes et des femmes qui mènent cette lutte. Il y a la lutte pacifique, il y a la lutte armée. La lutte pacifique, elle peut être politique, du militantisme, de l'activisme. Bref, mais c'est pas le propos de cette vidéo. Et donc, le problème central, c'est la bonne gouvernance. Et tous ensemble, nous devons pouvoir résoudre ce problème-là un jour. C'est toujours le défi qui demeure. Fédéralisme, oui, on peut bien mettre en place le fédéralisme. Ça peut être un début de solution, un commencement de solution, mais ça ne résout pas en soi le problème de la bonne gouvernance. Donc, il y a une nécessité, il y aura toujours le défi d'arriver à bout de la mauvaise gouvernance au Tchad. Alors, une fois qu'on a parlé de l'unitarisme, du fédéralisme, parlons maintenant du sécessionnisme. Alors, le courant sécessionniste, c'est un courant qui vise la division du Tchad. Donc, on partirait d'un Tchad, État tel qu'on le connaît, depuis la colonisation, depuis les indépendances, à des Tchad. Ça serait comme un retour en arrière, je pense, à des Tchad. Alors combien, on ne sait pas, peut-être un Tchad du Sud et un Tchad du Nord, ou peut-être plusieurs embranchements. Et ceux qui proposent, ceux qui soutiennent cette tendance divisionniste, ils proposent ça comme alternative pour répondre à la mauvaise gouvernance, pour répondre à la mauvaise gestion, pour répondre à la dictature qui est en place, à l'accaparement du pouvoir par la force. Alors, j'ai également fait un post sur cette question. Je disais que la sécession est une solution de lâcheté pour toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens. C'est une défaite face au système inégalitaire, au système injuste qui est en place. Bon, il y a eu plusieurs réactions, hein. Certains ont dit non, c'est pas une lâcheté, pourquoi est-ce que je dis cela? Mais je comprends, mais quand je dis lâcheté, je ne dis pas lâcheté de quelques personnes, hein. Je dis lâcheté de toute la communauté tchadienne telle qu'elle est connue aujourd'hui, de bâtir une société juste et égalitaire pour tout le monde. D'accord?
En fait, on se réfugie dans la sécession, dans la division, pour fuir l'injustice, pour fuir l'inégalité. L'injustice et l'inégalité, ça résout un peu, tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est... S'il y a une mauvaise gouvernance, c'est parce qu'il n'y a pas de justice. Parce qu'une bonne justice réprime la mauvaise gouvernance. Et donc choisir de diviser le Tchad en espérant pouvoir bâtir une société égalitaire sous un certain format, sur un certain territoire, c'est bien, c'est pas mauvais en soi, mais ça sera un échec pour tout le Tchad tel qu'il est aujourd'hui, pour toutes les communautés du Tchad réunies ensemble, mises ensemble, de pouvoir bâtir une société tchadienne juste et égalitaire pour tout le monde. Et donc, le véritable défi aujourd'hui pour nous tous, et puis ça ramène un peu cette question de refondation du Tchad, ce réquestionnement de notre contrat social. Est-ce que nous voulons vivre ensemble? Oui, la colonisation est venue, la colonisation nous a mis ensemble. Et depuis les indépendances, nous sommes ensemble. Qu'est-ce que nous en faisons maintenant? Est-ce que nous choisissons de continuer toujours à vivre ensemble? Est-ce que nous voulons bâtir un seul État? Ça veut dire que toutes les communautés ou bien tous les individus doivent être égaux, doivent être traités de la même manière devant la loi. Est-ce que nous voulons cette société? Je pense que oui, je pense que nous voulons cette société. C'est peut-être l'égoïsme des quelques-uns qui nous empêche d'arriver à cette société-là. Mais nous voulons cette société. Tout le monde veut cette société. Nous voulons avoir l'éducation pour tous les Tchadiens. Nous voulons avoir les droits pour tous les Tchadiens. La justice pour tous les Tchadiens. Mais ceux qui détiennent le pouvoir d'État, malheureusement, ont instauré la discrimination systémique comme système de gouvernance, ont instauré l'injustice comme système de gouvernance, l'absence de droit, l'inégalité. Et donc, notre plus grand défi, c'est pouvoir ensemble bâtir une société juste pour tout le monde. Je le pense. Je ne pense pas que la division serait une solution, serait la meilleure solution. C'est une solution, c'est sûr. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Et je pense que même ceux qui choisissent la division sont d'accord avec moi. C'est parce qu'en fait, au final, on n'arrive pas à bâtir une société égalitaire et juste pour tout le monde qu'on parle de division, je pense. Je pense que c'est à cause de ça. On en a marre. On dit, ben, écoute, on va se séparer de ça. On ne veut plus vivre ça. On ne veut plus que nos enfants vivent ça. C'est pour cela qu'on va choisir de diviser peut-être la société tchadienne. Mais est-ce réellement une solution en soi? Non. Ce n'est pas une solution globale pour tout le monde. Ça serait peut-être une solution pour quelques-uns, pour quelques-unes, quelque part. Mais ça ne sera pas une solution pour tout le monde. Et donc notre défi, je pense que le Tchad, nous avons beaucoup perdu du temps. Nous avons beaucoup perdu du temps à nous quereller, à nous faire la guerre, à nous tirer dessus. Nous avons beaucoup perdu du temps et de l'énergie pour détruire. Alors que nous devons réunir ces énergies-là pour bâtir. Il faut qu'on choisisse d'aller de l'avant. Je pense que c'est possible. C'est possible. C'est possible si nous le voulons. Si nous le voulons, s'il y a une réelle volonté politique, si nous désirons le faire, nous pouvons y arriver, je pense. C'est cette absence de volonté qui nous retarde encore. Mais si nous le voulons, nous allons réunir nos énergies pour bâtir notre nation. Regardez, je pense, l'IDH nous classe indice de développement humain. Bah, nous sommes parmi les derniers, nous sommes soit le dernier, soit l'avant-dernier dans le monde. Vous voyez? Ça veut dire que ben, toutes nos ressources, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos ressources? Est-ce qu'on est conscient qu'on est une nation vis-à-vis des autres nations, alors nation entre guillemets, ou du moins c'est un État vis-à-vis des autres États?
et que chaque État veut être... les États sont comme en compétition les uns avec les autres, chacun voulant donner les meilleures conditions de vie, les meilleures conditions de santé ou bien de développement à sa population. Et donc, c'est cette occasion que nous avons avec le dialogue national. Malheureusement, ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Ce dialogue-là ne veut pas questionner les problèmes fondamentaux du Tchad. Ce dialogue, du moins la tendance que je vois actuellement et que beaucoup ont constaté, vise simplement à pérenniser un système caduc, un système qui n'a plus de société pour pouvoir tenir. Je pense que c'est juste une question de temps. Parce que si la dictature a pu perdurer depuis les indépendances, c'est parce que dans la société, ça a été accepté. Quelque part, hein, ça a été soutenu. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cet adage qui dit que chaque peuple a le gouvernant qu'il mérite. Chaque peuple a le gouvernant qu'il mérite. Et c'est vrai. Si ça a perduré, c'est parce que des hommes et des femmes se sont associés à ces systèmes, l'ont soutenu et ont permis qu'il perdure jusqu'aujourd'hui. Et ils sont encore là et ils veulent encore faire perdurer le système. Mais est-ce que la société tchadienne actuelle, telle qu'elle est, dans sa diversité, dans sa jeunesse, dans son éducation, est encore un soubassement qui permet à ces gens, à ces systèmes de gouvernement de pouvoir s'épanouir? Je ne pense pas. Je pense que non. Je pense que la jeunesse tchadienne, plus que jamais, cette population qui a d'ailleurs augmenté beaucoup, et la plupart vont à l'école, je pense que ces systèmes, peut-être qu'ils ne se rendent pas encore compte, mais le soubassement qui lui a permis de se pérenniser, de s'épanouir, n'existe quasiment plus. Du coup, il va s'effondrer là, il va s'effondrer. S'il ne s'adapte pas à la nouvelle réalité, il va s'effondrer. C'est comme le colonialisme, hein, la colonisation. Il y a eu la colonisation. Après, il y a eu les guerres mondiales, il y a eu les contestations des sociétés africaines. Et le colonialisme s'est adapté avec le néocolonialisme. Donc, on a eu des indépendances. Mais c'était fantoche. Enfin, dans un article que j'ai écrit sur la reproduction politique dans les sociétés africaines postcoloniales. Alors, on est passé de colonialisme à des indépendances, c'est vrai, mais on a eu deux types d'indépendances. Il y a eu des indépendances de rupture, et donc qui ont mis fin au système colonial pour quelques pays africains. Et il y a eu des indépendances de continuité, ce que j'appelais la réplique coloniale, qui ont permis simplement d'avoir un système néocolonial, donc le néocolonialisme aujourd'hui. Et le néocolonialisme également est en fin de cycle. Et je pense qu'aujourd'hui encore, les néocoloniaux sont en train de réfléchir sur comment encore pérenniser ces systèmes. Donc, alors, esclavage, impérialisme, colonisation, néocolonialisme. Maintenant, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir. Donc, les systèmes se mutent. Les systèmes cherchent toujours à assurer leur survie. Et il n'y a que les révolutions populaires, il n'y a que des sociétés qui changent, qui peuvent permettre qu'on arrive à des nouveaux systèmes. Donc, le système aujourd'hui du Tchad ne peut pas survivre. Il va s'effondrer. C'est une question de temps. Ça peut être plus court, ça peut durer quelques années. Mais le système va s'effondrer parce que le soubassement qui lui permettait de s'épanouir est en train a totalement changé. Ça n'existe quasiment plus. Du coup, il faut qu'on réponde à cette question d'un nouveau Tchad. Et nous avons l'occasion de répondre à cette question d'un nouveau Tchad. D'un nouveau Tchad. Plus que jamais aujourd'hui, il y a trois tendances. Unitarisme, je ne sais pas, fortement centralisé ou fortement décentralisé, je n'en sais rien. Mais bref, un pouvoir central fort qui s'apparente à un pouvoir autocrate. Le fédéralisme qui accepte le partage du pouvoir, qui accepte un système de gestion centralisé et des systèmes de gestion locaux, régionaux, provinciaux. Et le sécessionnisme qui prend la division, c'est-à-dire la séparation avec plusieurs États. Tchad du Nord, Tchad du Sud, Tchad de l'Est, Tchad de l'Ouest, Tchad central.
Je ne sais pas si mon village aussi va demander son indépendance. Alors, ça c'est pour rire. Mais voilà. Les trois tendances se présentent devant nous. Et plus que jamais, nous avons besoin de nous réunir, de nous mettre ensemble et de choisir ce que nous faisons de notre Tchad. Quel avenir est-ce que nous voulons pour ce Tchad-là? Si nous ne le faisons pas, la force ne va pas résoudre ce problème. La force ne va pas résoudre ces problèmes. Ceux qui ont tenté la force ailleurs, écoutez, ça n'a pas marché. Ça ne va pas marcher. Nous avons besoin de parler ensemble, de s'écouter surtout, parce que nous parlons, mais nous ne nous écoutons pas, je pense aussi. Nous avons besoin de nous écouter pour qu'ensemble nous bâtissons un Tchad nouveau. Donc, allez, voilà, je pense que je vais vous laisser. Je vais filer. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'endroit où vous vous trouvez. Et allez, au plaisir. Ciao, ciao.